Au Parlement européen, on s'intéresse à l'Afrique et à la démocratie. Après avoir été observatrice de plusieurs scrutins africains, l'élue verte belge Isabelle Durand a bien voulu débattre de l'actualité du dossier avec Jean Bofan, auteur congolais installé à Bruxelles. Tous deux ont été marqués par les suites de la récente élection présidentielle en République démocratique du Congo. Des suites perceptibles à 2 pas du Parlement européen. Voici comment la télévision belge francophone en a rendu compte. Au cœur de Bruxelles, dans le quartier Matongé, des mouvements de foule difficilement contrôlables par la police. Des Congolais survoltés par les élections au Congo. Vous montrez la vérité, hein. Vous montrez la vérité à la télé, hein. Ils s'attaquent au commerce, aux voitures, aux combis de forces de l'ordre, aux poubelles. Le quartier est bouclé. Les cinémas, les commerces, le métro fermés. En face, la police, suréquipée, chiens policiers, hélicoptères, autopompes. Ils tentent d'encercler les plus violents, puis les arrêtent par dizaines. En tout, 200 personnes sont embarquées pour contrôle d'identité ou pour être envoyées en prison pour la nuit. Beaucoup sont jeunes, mais dans la foule, il y a également des adultes, des mères de famille contre Joseph Kabila. Les Occidentaux, pourquoi vous voulez les garder? C'est un président qui ne fait rien. Allez-y un peu au Congo. Allez voir comment les gens souffrent. Ça fait mal, ça ronge. En tant que citoyenne congolaise, j'ai le droit de dénoncer parce que nous ici, on a droit à la parole et on peut s'exprimer. Si en m'exprimant, ça peut faire changer les choses pour ceux qui sont là-bas, eh ben j'ai ce devoir-là de faire ça. Leur stratégie, manifester en Belgique pour faire bouger les choses au Congo. Mais cela ne fonctionnera pas, selon ce spécialiste. Actuellement, le Congo a d'autres partenaires beaucoup plus puissants que la Belgique, notamment la Chine, l'Inde ou le Brésil. De ce fait, espérer faire des manifestations à Bruxelles pour faire passer un message à Kinshasa ne sert, de mon point de vue, ne sert à rien. Ça sert plutôt à pouvoir stigmatiser la communauté congolaise à Bruxelles, ce qui, de mon point de vue, n'est pas une bonne chose. Comment calmer cette foule? Jusqu'à présent, ni les autorités, ni la police, ni les appels au calme d'Étienne Tshisekedi n'ont réussi à les apaiser. Bon, des images dont, oui, c'est vrai, on se rappelle bien de ce qui s'est passé. Moi, quand je revois ça, je suis en partie d'accord avec ce que dit Bob Kamamba. À la fois, c'est vrai que ce n'est pas nécessairement ça qui va faire changer le Congo, mais je trouve que les Congolais de Belgique ou d'ailleurs ont le droit de s'exprimer, de dire des choses. Par contre, ils n'ont pas le droit de casser, d'avoir des comportements qui se retournent contre eux d'ailleurs, parce que ce n'est pas bon pour l'image des Congolais. Hein. C'est clair, évidemment, ces images n'ont pas apporté grand-chose, disons, à la cause des Congolais. C'est vrai, toutes ces images de violence, c'est vrai, on pourrait se poser aussi la question d'où viennent ces violences et si elles sont initiées par qui. Mais voilà, il y a ces élections qui sont passées, il y a eu tous ces mouvements-là, on a vu ça, je crois qu'on l'a vu un peu partout dans le monde. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Congolais ont d'abord estimé que oui, qu'il était juste pour eux de parler aussi à l'étranger, parce qu'ils sont exprimés de plus ou moins de la même façon à Kinshasa, que ça s'est passé un peu différemment. Il y a eu quelques morts, on a quand même déploré plus d'une vingtaine de morts à Kinshasa et sans compter en province, à gauche, à droite. Donc voilà, mais je crois que c'était un peu, on a eu le printemps arabe il n'y a pas longtemps. Voilà, on a vu des mouvements de foule, on a vu des gens réclamer leur liberté. Et je crois que maintenant, avec le temps, j'ai l'impression que les Congolais ont voulu un peu lancer une sonde pour voir un peu comment est-ce que la communauté internationale pourrait réagir face à... Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que cet immense pays qu'est le Congo, qui est un peu représentatif quelque part parfois d'une bonne partie de l'Afrique centrale, qui, c'est vrai, comme le disaient ces femmes, souffrent, enfin je veux dire les gens au Congo, beaucoup de gens au Congo souffrent de la guerre, on souffre de la pauvreté, etc. C'est vraiment, alors que c'est un pays qui regorge de richesses, de potentialités, c'est incroyable, y compris de gens magnifiques, dont vous faites partie d'ailleurs dans les créateurs. Et donc je trouve que c'est un peu désespérant par moment de se dire qu'un pays qui a tant de chance, tant de potentialité est dans l'état où il se trouve aujourd'hui, ou dans lequel en tout cas pas mal de Congolais vivent. Et ça, je comprends que ça indigne ceux qui sont ici.
Bon, est-ce que, oui ou non, et ça c'est une vraie question, je trouve, au Congo comme ailleurs, est-ce que l'installation de la démocratie formelle, avec des élections, on peut discuter si elles sont plus ou moins régulières, etc., ça c'est encore un autre chapitre, mais partons même du principe d'élections qui sont super bien passées, est-ce que le fait d'avoir un président élu, un parlement, tout d'un coup change la situation des gens ? De la vie normale des braves citoyens congolais, ivoiriens, togolais ou autres. Je crois que non, en tout cas pas tout de suite. Non, pas tout de suite, mais je crois que c'est disons, on a eu les premières élections. Je crois qu'on peut même remonter aux premières élections, celles qui sont passées en 2006. Là, en fait, bon, je crois que une grande partie du peuple congolais voulait aussi peut-être quelqu'un d'autre que Kabila, que le Joseph Kabila. J'en ai l'impression, mais seulement à ce moment-là, il fallait surtout mettre en place des institutions. Il fallait que des institutions soient mises en place. Il fallait des élections. Il fallait, disons, un embryon de démocratie. Alors, les gens on n'a pas vu les mêmes images qu'on a vues maintenant. On les a pas vus incendier des voitures à Bruxelles ou incendier des poubelles. On n'a vu personne. Mais voilà, parce qu'il fallait que des institutions soient mises en place. Les institutions ont été mises en place. Les 5 ans sont passés. Maintenant, il fallait d'autres élections. Et si ces contestations ont été si virulentes ici en Belgique, je crois que c'est parce que, quand même, il ne faut pas oublier qu'en 2006, c'est quand même la Belgique qui a remis justement le Congo à l'agenda international, ici même, au sein de ce Parlement européen. Voilà, et on s'est dit, les Congolais se sont sûrement dit que bon, voilà, peut-être que ça pouvait encore continuer comme ça. Et alors, il y a eu ces manifestations. On a vu toutes ces violences. Mais comme je vous dis, je crois que c'est plutôt une sonde pour voir un peu qu'est-ce que la communauté internationale allait faire. Parce que je crois que les Congolais se sentent très démunis face... ils ne ressentent pas avoir des alliés. Ouais. Mais le problème, je suis d'accord, quelles alliances le Congo peut-il faire ou les Congolais peuvent-ils percevoir en dehors de leur propre pays? Et Bob Kamamba disait assez justement, les partenaires du Congo, c'est plutôt la Chine, l'Inde, les Libanais, des gens qui viennent et d'ailleurs qui pillent une partie des ressources naturelles, qui font de l'achat de terre. C'est assez terrible en fait. Et en même temps, ils vous font des routes à court terme et beaucoup plus rapidement que parfois les programmes européens de développement qui sont longs, exigeants d'un point de vue droits de l'homme, etc. Mais donc, moi, je crois que c'est évidemment que la démocratie formelle, l'élection d'un président, d'un parlement, d'institutions de base, la justice, une cour constitutionnelle, etc., c'est important. Et maintenant, ça existe au Congo, même si on peut éventuellement contester le fonctionnement. Par contre, ce qui compte aussi, c'est qu'en dessous des institutions formelles, il se passe quelque chose en termes de présence de l'État. Et ça, c'est quelque chose qui, au Congo, pose problème, évidemment. Les gens se débrouillent, tout le monde se débrouille. Ça n'a pas changé, en fait, malgré les institutions. Et je trouve que c'est ça qui est parfois un peu décourageant. Je pense aussi que le Congo est un pays qui sort quand même de guerre, gravissime, mais ce n'est pas fini d'ailleurs dans l'Est. Et donc la sécurité reste un enjeu essentiel, y compris vis-à-vis du voisin rwandais, qui lui est considéré par la communauté internationale comme tout va bien, développement économique. Et c'est vrai, le Rwanda change, en tout cas Kigali n'est plus le même. Mais en même temps, il faudrait aussi qu'on regarde un peu ce qui se passe sur le terrain des droits de l'homme dans ce pays. Ce n'est pas non plus toujours ce qu'on voudrait. Et les mirages économiques, moi je me souviens de ce qu'on disait de la Côte d'Ivoire il y a une quinzaine d'années. C'était vraiment Abidjan, c'était la Silicon Valley ou à peu près. Regardez où on en est 15 ans plus tard, parce qu'on n'a pas soigné non plus tout ce qui va avec, les droits de l'homme, la société civile, les artistes, les intellectuels, les femmes, enfin tous ces gens qui font la société. C'est, je pense aussi, ce travail-là qui est au moins aussi important que la démocratie formelle et les institutions. Si, mais seulement, vous savez, cette société civile, vous parlez justement d'une guerre, il y a eu cette guerre qui s'est déroulée dernièrement. Après avoir connu des conflits comme ça, je crois qu'il faut quand même pas mal de temps. Vous savez, si un type comme Mobutu a pu tenir pendant tant d'années, c'est parce qu'il y a eu la rébellion en 64. Lui, il a pris le pouvoir en 65. Et vous savez, même 20 ans après, je crois qu'il faut une génération avant de résorber les traumatismes d'une guerre. Quand il y a eu la rébellion, évidemment, il a fallu longtemps. Les gens en parlaient encore 10, 15, 20 ans après. Les gens en parlaient encore des atrocités qui s'étaient déroulées pendant ce conflit-là. Et puis maintenant, on retombe dans un autre conflit. Avant qu'il y ait eu la guerre en 96 et en 98, il y avait eu une lutte pour la démocratie vis-à-vis du président dictateur. Et les gens ont fourni beaucoup d'efforts. Puis il y a eu la guerre. Et en général, on est un peu fatigué. Quand un peuple connaît des périodes pareilles, il faut vraiment du temps. Et je crois que maintenant,
Je crois que le régime en place, je crois qu'il était au courant de ce phénomène. Donc voilà, maintenant ils sont là. Ils sont là, c'est un fait établi. C'est un fait établi. Les Congolais ont l'habitude de lutter seuls. Ils ont l'habitude depuis des années de lutter seuls. Ils se sentent toujours très abandonnés. Quand je vous ai parlé tout à l'heure d'une sonde, ils ont peut-être lancé une sonde en procédant à ces manifestations. Voilà, c'était pour voir un peu, parce qu'on se sent quand même, les Congolais se sentent quand même très seuls. Bon, maintenant, il faut peut-être revoir un peu voilà, justement, on parlait d'alliances, tout à l'heure, on parlait d'alliances, il y a d'autres alliances, il faut voir. Mais je ne pense pas qu'il faut perdre, pour moi en tout cas, comme députée européenne, et singulièrement comme belge, mais enfin ici je parle plutôt comme députée européenne, je pense qu'il ne faut pas perdre le contact et la nécessité d'un dialogue approfondi entre le Congo et les pays voisins et l'Union européenne. On ne peut pas non plus déserter le terrain en disant c'est pas grave, les partenaires d'avenir, c'est la Chine, c'est l'Inde. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut chasser ces partenaires qui, en définitive, eux, cherchent à la fois une rentabilité immédiate, cherchent des débouchés pour leurs moyens, et éventuellement, c'est vrai, mettre le pays en danger, mais je pense qu'on ne peut pas, il faut de la multipolarité dans tous ceux qui interviennent en Afrique et au Congo. Et moi, je plaide pour que l'Union européenne garde la question de l'Afrique centrale haut dans son agenda, par toutes sortes de moyens, le soutien à la démocratie, certes, le soutien à des projets avec des acteurs qu'il faut peut-être parfois soit remobiliser, soit, je ne vais pas dire réenchanter, le mot est un petit peu fort pour des gens, comme vous le dites, assez, surtout au Congo, assez découragés parfois, ou fatigués de tant d'années de souffrance, de guerre, etc. Mais à la fois d'un point de vue de la société civile et à la fois d'un point de vue politique. Je prends un exemple. On a dit, quand le Congo a changé, enfin le Parlement congolais a changé sa constitution pour faire des élections à un tour plutôt qu'à 2 tours, on a crié au scandale. C'est vrai que moi, c'est pas franchement ma tasse de thé d'avoir des élections à 1 tour, parce que je trouve que c'est quand même plus facile d'avoir 2 tours où on se reporte une 2e fois. Voilà. N'empêche, c'est pas non plus non démocratique. Ce Parlement, alors on peut dire comment est-ce qu'ils ont obtenu le vote, je n'en sais rien. En attendant, il y a eu un vote au Parlement qui a instauré un scrutin à 1 tour. Il y a d'autres pays, africains et autres, qui font des scrutins à 1 tour. C'est pas l'idéal, mais c'est pas antidémocratique. Et donc, ça exigeait à ce moment-là que l'opposition, M. Tshisekedi et les autres candidats de l'opposition, se regroupent entre eux pour faire front, pour faire une union de l'opposition contre le président sortant, de manière à proposer une vraie alternative en termes de programme, d'alliance. Mais ça, évidemment, probablement que M. Kabila savait que l'opposition ne le ferait pas. Mais en même temps, il y a aussi une responsabilité de ceux-là. Je trouve que quand on est dans l'opposition, et je suis d'un parti qui est dans l'opposition ou dans la majorité, selon les cas, mais enfin qui est né dans l'opposition, donc je sais ce que c'est que faire de l'opposition, il faut aussi faire cet apprentissage-là, que l'opposition démocratique, c'est pas seulement l'affaire là au Parlement sur un texte ou l'autre, c'est vraiment construire des alliances entre des partenaires, chercher des compromis entre soi, y compris des compromis de pouvoir. Qui occupera le siège si nous sommes élus? Bon, mais c'est ça la démocratie aussi, c'est pas seulement... Et ça, je trouve que nous devons encourager ou aider, et entre nous soit dit, s'il y avait plus de femmes, ça irait mieux, ça j'en suis totalement convaincu. Mais je pense qu'on doit aussi, nous, je dirais les Européens, pas apprendre, parce que pourquoi est-ce qu'on apprendrait? On n'a pas le monopole, et chez nous, parfois, il ne se passe pas des choses extrêmement glorieuses. Quand on voit ce qui se passe en Hongrie ou ailleurs, parfois, on doit aussi regarder dans son propre jardin. Mais je trouve qu'on doit établir un dialogue aussi sur la manière de faire de la politique dans l'opposition, si on veut contrer un dirigeant qu'on n'aime plus, ce qui est tout à fait le droit des Congolais ou de tout autre peuple africain. Si je vois ce qui se passe au Sénégal, bon, voilà, on est de nouveau dans un système où un président sortant va briguer un troisième mandat alors que ce n'était pas prévu, parce qu'il veut rester. C'est insupportable. Mais seulement, avant ces élections, il y a quand même les missions d'observation, là. Oui. Avant et pendant. Avant et pendant. Donc, il y a eu ces missions d'observation, mais seulement quand ces missions reviennent ici, il y a des briefings, où il y a des rapports qui sont écrits. Mais au point de vue pratique, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire pour infléchir peut-être les choses ou influencer, voilà. Mais la mission d'observation, moi je faisais partie de ceux qui ont été observateurs les quelques jours autour des élections et pendant l'élection elle-même, mais j'étais aussi observatrice en 2006 et en 2005 pour le référendum. La mission d'observation européenne, celle-ci, je trouve qu'elle a fait un boulot tout à fait intéressant et remarquable, à la fois avant, avec la CENI, la fameuse commission électorale, avec les gens des médias, etc., pour au moins identifier tout ce qui se passe avant les élections. Quels sont les rapports de force? Est-ce que, oui ou non, le président Kabila avait plus accès aux médias que d'autres? Oui, évidemment.
entre nous soit dit, il n'y a pas que chez M. Kabila que ça se passe comme ça. Regardez en France, le président sortant, il n'est pas encore déclaré candidat, donc il a accès aux médias comme président 50 fois plus que tous les autres. Bon, en même temps, on ne va pas comparer non plus la France et le Congo, mais ça a ses limites. Mais par contre, donc, cette mission a observé avant, et puis elle a observé dans les bureaux électoraux depuis l'aube du 28 novembre jusque le dépouillement, y compris la compilation, et elle a fourni un rapport assez critique sur un certain nombre d'irrégularités, mais elle n'a pas conclu au fait que les élections étaient non valides. Mais elle a par exemple identifié que c'est comme un vrai problème de faire des élections législatives. Enfin, vous avez vu les bulletins électoraux au Congo, c'était le journal le soir avec les suppléments du week-end, tout en une fois qu'il fallait mettre dans l'urne. Pour des gens, c'est pas possible de faire avec autant de candidats, c'est pas sérieux. Donc on doit vraiment, je pense, le conseil ou la recommandation pourrait être pour les prochaines élections, parce qu'il y en aura d'autres, forcément, et heureusement d'ailleurs. Il faut limiter l'accès par des moyens démocratiques pour que n'importe qui, qu'on ne puisse pas faire 400 partis. C'est ingérable de faire un truc avec 400 partis. Ça dit que vraiment, on parle des politiciens qui ne peuvent pas s'allier, qui ne peuvent pas faire des compromis, mais il y a quand même cette société civile. Et il y a des programmes de coopération entre l'Europe et... Oui, il y a plein de choses. Ouais. Les pays d'Afrique, et notamment pour le Congo. C'est un pays le Congo a été un peu en dehors du monde pendant quelques temps, là. Donc voilà, il y a les écoles, l'enseignement ne fonctionne plus, les artistes ils essaient de s'exprimer, mais ils s'expriment à leur façon, les droits de l'homme, la formation dans les médias, etc. Il y a pas mal de choses à faire peut-être en amont, avant d'arriver aux politiciens. Peut-être parce que si la société civile est solide, elle sera peut-être plus à même de collaborer peut-être avec les politiciens et essayer de trouver d'autres solutions. Oui, ou d'entretenir avec les politiciens, comme c'est le cas dans d'autres régions du monde, un rapport un peu dialectique, si je peux dire, à la fois où on les pousse, on les provoque, on les critique, on les soutient, et on est une force complémentaire à l'élu. Moi, je crois que c'est très, très important. Mais en coopération de développement, par exemple, l'Union européenne collabore, par exemple, à l'Eurosec, Europol, etc., pour la formation de l'armée, pour certains bataillons de l'armée, la police. Mais à la lumière de ce qui s'est passé après les observations justement de ces élections, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire à ce niveau-là, justement, quand on parle de police et quand on parle de sécurité ? Parce que ce sont ces gens-là qui peut-être demain vont réprimer la population. Donc, qu'en est-il de cette coopération ? Est-ce qu'il y a vraiment des mesures concrètes prises ? Mais les programmes, vous les avez cités, et d'autres dans le cadre du Fonds européen de développement, etc., existent et je pense doivent à la limite être renforcés encore après le résultat de ces élections, parce qu'elles démontrent à quel point il y a des attentes, il y a des besoins, et si on veut déjà... Enfin, c'est un peu ça que moi j'ai aussi envie de dire aux Congolais, y compris aux Congolais de l'étranger, des diasporas, les choses ne s'arrêtent pas à une élection. Dès qu'une élection est terminée, aussi décevante a-t-elle pu être, on commence à préparer pas la suivante, mais tout ce qui fera qu'on va améliorer ou tenter d'améliorer à une échelle, évidemment, et les problèmes sont immenses. On prépare déjà la suite et on construit déjà aussi à la fois des leaders politiques, mais aussi on renforce ou on essaie de travailler avec une société civile qui a besoin de moyens, c'est vrai. Et je crois que l'Union européenne est présente. Elle peut faire sans doute plus, elle peut faire mieux. Mais c'est compliqué parce qu'on doit à la fois s'occuper des gros dossiers de type infrastructure, la question du fleuve, la question des routes qui est essentielle au Congo, sans qu'il n'y a pas de circulation entre les provinces et même dans d'autres pays africains. Les questions d'infrastructure sont... Quand un pays va mieux en termes d'infrastructure, il va mieux aussi pour écouler des marchandises, pour permettre à des paysans d'avoir accès à des terres, etc. L'autre chose qui ne va pas du tout alors dans la manière dont l'Union européenne se comporte, de mon point de vue, comme écologiste, c'est que je pense que nous entretenons des rapports où nous voulons à tout prix, par les fameux accords de partenariat économique, pousser à libéraliser ou à ouvrir et à donner des conditions à des aides, y compris à l'agriculture, que je trouve absolument scandaleuses. Nous n'avons pas à exporter nos déchets alimentaires, si je peux dire, ou nos surplus alimentaires dans ces pays qui font que finalement on tue l'agriculture locale et tout commence d'abord par manger, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même le besoin le plus primaire. Et donc je trouve qu'il y a mais ça c'est pas vrai que pour le Congo, il y a une espèce de dichotomie entre un côté vouloir ouvrir et imaginer qu'en matière par exemple alimentaire ou en matière commerciale, c'est le libre-échange qui va tout régler, c'est complètement faux évidemment.
Et de l'autre côté, de faire le programme de coopération pour, je dirais, faire la voiture balai. Là, il y a vraiment une vraie contradiction. Cette politique-là, ça dure quand même depuis pas mal de oui, temps. Ça dure quand même pas mal de temps. Ça dit pour un éleveur congolais ou un éleveur africain, c'est un peu plus difficile de vendre ces poulets par rapport à un poulet qui est importé, qui est élevé en batterie ici et qui sont en fait des déchets. Voilà, il y a toutes ces choses qui bougent aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, pour débloquer des fonds, ça prend vous avez dit vous-même que ça prend du temps. Il y a une bureaucratie assez lourde, il y a une procédure assez lourde, etc. pour débloquer des fonds. Mais actuellement, on a d'autres pays justement qui se mettent en lice, comme l'Inde, la Chine. Oui, les conditions oui, c'est beaucoup plus rapide. Oui. En quelques mois, l'argent, voilà, tout est déjà débloqué. Parce que l'Union européenne ne peut pas s'adapter justement à cette nouvelle donne. Oui, enfin, elle devrait sans doute accélérer ses procédures, mais la question, même au-delà du temps, est la question de la conditionnalité. Et l'Union européenne, c'est vrai, je pense qu'on n'a pas tout à fait tort de faire ça, de dire, on vérifie où va notre argent et on essaye, en même temps qu'on met des moyens financiers, d'enclencher un cercle vertueux, y compris sur le terrain d'une série de conditions qui sont les partenaires, les droits de l'homme, les retombées, etc. Du côté chinois, enfin moi j'ai assisté, j'étais récemment en Angola, j'ai vu la construction du stade pour la Coupe africaine des Nations qui a été construit par des prisonniers chinois. Il n'y a pas un Africain là, ce sont que des prisonniers chinois, il n'y a pas un Africain, ça n'a créé rien du tout, je dirais, du point de vue de la dynamique. On a été mettre ce stade au milieu de nulle part. Maintenant, il existe, il est là. Mais ça, c'est un type de, entre guillemets, coopération qui n'a rien à voir. Et je ne suis pas sûr que j'ai envie de défendre ce modèle-là non plus. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans des groupes de réflexion sur la prévention des conflits et des choses comme ça. Et quand je vous parlais du rôle de la société civile, je crois que c'est de ce côté-là qu'il faut renforcer vraiment très très fort. Parce que c'est eux qui arrivent avec l'information. Et puis après, vous autres, les politiques, vous pouvez quelque part un peu mettre les choses en branle ou bien discuter de ces choses, de certaines problématiques. Donc je crois qu'il faut soutenir la société civile. On est dans un processus actuellement. On est dans un processus, bon là c'est le Congo avec ses élections, demain c'est le Sénégal, on a la Côte d'Ivoire, donc on est dans un processus, on est en train de travailler, on sait qu'on ne va pas faire les choses du jour au lendemain. Maintenant, bon, Kabila est là, c'est un fait, il est là. Mais maintenant, il y a un processus, là, vous savez, la ligne du temps de pays, et de nation plutôt, et la ligne du temps des individus, ça diffère. Notre ligne du temps à nous, elle est brève, mais la ligne du temps d'une nation, elle est longue. Donc ça dit que pour l'instant, on voit un président mal élu, un président qui s'autoproclame président. Ça a l'air d'être une espèce de farce. On a l'impression, on regarde cette histoire, c'est quoi? Est-ce que c'est... Voilà, ça a l'air... C'est très théâtral. Mais les gens sont rentrés dans un processus. Ça dit que, bon, pour se débarrasser de Mobutu, on a commencé à se battre contre lui vers les années 90, début 90, et 7 ans après, il est quand même tombé. Ouais. Donc voilà. Donc les gens, les peuples sont conscients de cela. Pour l'instant, il y a un travail de... Je trouve qu'il y a un travail de sape quand même qui est en train de s'accomplir, parce qu'on voit qu'à l'armée, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui bougent. Au sein même chez Kabila lui-même, il y a des choses qui bougent, il y a des gens qui commencent à faire défection, il y en a qui commencent à être moins contents. Malheureusement pour les militaires, c'est un peu différent parce qu'il y en a qui disparaissent. Donc voilà, les choses se passent, les choses vont se passer de toute façon. Mais voilà. Je crois qu'il faut soutenir cette société civile pour qu'elle soit de plus consciente, parce que bon, avec toutes les années de misère qu'on a connues, forcément, il y a au niveau enseignement, etc., ça devient de plus en plus difficile. On trouve de moins en moins de lettrés. Ceux qui sont là, ils partent, ils quittent le pays. Ouais, voilà, il y a une fuite des cerveaux. Et toutes ces périodes tragiques, comme pour la Côte d'Ivoire, on a toujours pensé à la Côte d'Ivoire comme quelque chose, un pays de cocaïne en Afrique. Et on a quand même vu ce qui s'y est passé. Oui, c'est fragile. Le Sénégal, fragile. Voilà, on est dans une certaine fragilité avec le Sénégal, alors que voilà, c'était des pays qui étaient stables et qui étaient dans une certaine pérennité. Quand vous parlez tout à l'heure d'élections au premier tour au Congo, quand on voit le processus démocratique actuellement au Sénégal. Voilà, on se rend compte que vous vous dites oui, ce n'est pas illégal, c'est légal. Oui, voilà, on passe par. Oui, voilà, oui, mais voilà, donc ça dit qu'il y a un problème, je crois quelque part, la démocratie elle-même, la structure, le suffrage universel, toutes ces choses-là. Je crois que peut-être il est temps de revoir tout cela.
Je crois on doit créer d'autres outils ou d'autres Oui, je pense qu'en tout cas, il faut ajouter des choses à côté. Et si on ne sait pas trop bien ce que la démocratie formelle doit devenir, il ne s'agit pas de la massacrer, c'est très précieux, mais de la nourrir d'autres choses. Et c'est peut-être ça qui la fera aussi évoluer. Et ça, je pense que ce n'est pas toujours facile à défendre dans un endroit comme un Parlement où les élus se disent « nous avons la légitimité du suffrage universel, nous sommes élus, donc en définitive on protège un peu sa propre réélection d'une certaine façon ». Je pense qu'on doit accepter l'idée de la biodégradabilité de son élection et aussi du fait qu'on doit nourrir la démocratie de 250 000 autres ingrédients et que le XXIe siècle ne sera plus un siècle dans lequel il y aura l'élu et puis ses sujets, si je peux dire. Ça, c'est fini. Je crois que c'est fini. Je crois qu'on est arrivé aux limites de l'exercice. Et je pense qu'on arrive aux limites de l'exercice entre nous aussi. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, c'est très agréable. Merci beaucoup de l'entretien. C'était agréable et intéressant. Merci.